Bonjour à tous. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs les académiciens, je tiens tout d'abord à remercier le professeur Metzger qui m'a fait l'amitié de m'inviter aujourd'hui Pascal. pour discuter avec du bloc de branche gauche complet. Le bloc de branche gauche complet, je vous en rappelle la définition. Il s'agit d'une anomalie de conduction au niveau de la branche gauche du faisceau de His. Il s'agit d'une pathologie, enfin d'une anomalie électrocardiographique dont la prévalence est relativement faible, mais qui augmente de manière importante avec l'âge. Et on voit que la prévalence peut atteindre jusqu'à 6% à partir de l'âge de 80 ans. Alors, cette anomalie est un peu plus fréquente chez les femmes et même si elle peut être isolée, ce bloc de branche gauche est le plus souvent associé au révélateur d'une cardiopathie, ce qui fait que quand on identifie cette anomalie sur un électrocardiogramme, il est important de proposer aux patients un bilan cardiovasculaire complet pour justement éliminer une cardiopathie associée. Alors, on sait des études épidémiologiques que la présence d'un bloc de branche gauche est associée à une augmentation de la mortalité. Et il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer cela. Tout d'abord, comme je vous l'ai indiqué, hein, le bloc de branche gauche est fréquemment associé à une cardiopathie. Donc, il y a différentes sortes de cardiopathies qui peuvent être associées à un bloc de branche gauche. Ça peut être des cardiopathies hypertensives, ischémiques, valvulaires, génétiques ou inflammatoires. Et donc, forcément, le pronostic peut être grévé du pronostic de la cardiopathie en tant que telle. Le deuxième risque est celui d'évolution vers des troubles conductifs de haut degré. Même si c'est relativement peu fréquent, on considère que ça survient dans 1 à 4% des patients qui sont porteurs d'un bloc de branche gauche. Et donc, évidemment, avec un risque de morbimortalité associé à ces troubles conductifs de haut degré. Et enfin, il y a le risque hémodynamique sur lequel je vais revenir de manière un peu plus large au cours de cette présentation. Alors, ce que l'on sait sur les conséquences du bloc de branche gauche, c'est que tout d'abord, il va y avoir une anomalie de l'activation électrique du ventricule gauche. Et vous voyez sur cette diapositive des cartographies en 3 dimensions d'activation électrique du ventricule gauche. En bas, chez un patient qui a un bloc de branche gauche et en haut ici, chez des patients qui ont des QRS fins. Et on peut voir plusieurs choses. Alors, la tache rouge, en fait, correspond en fait, à l'endroit du ventricule gauche qui est activé électriquement. Déjà, on voit que chez les patients qui ont un bloc de branche gauche, il va y avoir un délai d'activation du ventricule gauche qui va commencer ici au niveau du septum et qui va être très retardé. Et puis, deuxièmement, qu'au sein du ventricule gauche, il va y avoir un délai d'activation de l'ensemble du ventricule gauche et en particulier, c'est la paroi latérale et latérobasale du ventricule gauche qui va être activée électriquement de manière retardée et on peut avoir des délais d'activation de plus de 100-120 millisecondes entre la paroi latérobasale du ventricule gauche et ici le septum interventriculaire. Alors cet asynchronisme électrique, il a malheureusement un certain nombre de conséquences hémodynamiques. Tout d'abord parce qu'il va entraîner une hétérogénéité de contraction myocardique au sein du ventricule gauche avec souvent ce qu'on appelle un asynchronisme mécanique, c'est-à-dire une partie du ventricule gauche, souvent il s'agit de la paroi latérale qui va se contracter de manière retardée par rapport à la paroi septale, et ce qui va entraîner en particulier une diminution de la fonction contractile et la baisse de la fraction d'éjection. Et puis, il va y avoir aussi un remodelage cellulaire directement lié relié à la présence du bloc de branche gauche et à l'asynchronisme électrique. Et il va y avoir donc un certain nombre de conséquences avec un remplissage du ventricule gauche qui va être réduit, une baisse de la fraction d'éjection, une dilatation progressive du ventricule gauche et également une aggravation de la fuite mitrale. Ce qui fait que en fait, la présence d'un bloc de branche gauche va aggraver ou même peut induire en tant que telle une cardiomyopathie gauche. Alors, le traitement de cet asynchronisme électrique induit par le bloc de branche gauche, c'est ce qu'on appelle la resynchronisation.
Le but étant, comme une partie du ventricule gauche va être activée électriquement de manière retardée au bloc par rapport aux autres parties du septum interventriculaire, le principe va être d'aller stimuler cette partie dont l'activation électrique est retardée de manière simultanée par rapport au septum interventriculaire en implantant ici une sonde qu'on appelle ventriculaire gauche. En fait, on va implanter une sonde à travers, enfin, au niveau du sinus coronaire et une des branches ici du sinus coronaire qui va permettre en fait de positionner la sonde au niveau d'une des branches qui va être en regard de la paroi latérale du ventricule gauche et donc de pouvoir stimuler de manière synchrone le septum interventriculaire et la partie retardée ici, la partie latérale du ventricule gauche. Alors, cette technique a bénéficié quand même d'un certain nombre d'évolutions technologiques. Je vous représente ici sur cette diapositive les succès d'implantation d'une sonde ventriculaire gauche au cours du temps. Vous voyez qu'on était sur des taux d'échec d'entre 7 et 10% au début des années 2000 et que ce taux d'échec d'implantation de la sonde ventriculaire gauche a diminué, surtout ici à partir du milieu des années 2000. Et on est maintenant à des taux d'échec aux alentours de 2,5 à 5%, ce qui est quand même relativement faible. Et ça, c'est grâce aussi à l'évolution technologique, la diversification du matériel, en particulier l'arrivée de ce qu'on appelle les sondes gauche multipolaires, ce qui fait qu'on peut aller stimuler sur différentes électrodes. On a le choix des électrodes sur lesquelles on va stimuler, et ce qui facilite le choix de la veine dans laquelle on va implanter la sonde ventriculaire gauche et aussi de l'électrode. Et donc, finalement, l'évolution de ce matériel fait que, finalement, on a recours de moins en moins à nos collègues chirurgiens qui, parfois, peuvent être néanmoins appelés pour mettre une sonde ventriculaire gauche par voie épicardique, mais finalement, c'est quand même de plus en plus rare qu'on soit amené à faire appel à nos collègues chirurgiens. Alors, il faut quand même rendre hommage à l'équipe de rythmologues qui a inventé cette technique, qui a quand même révolutionné la prise en charge des cardiomyopathies associées au bloc de branche gauche. Il s'agit donc d'une équipe française, de rythmologues français, qui a inventé la technique. Et je vous présente ici la publication Princeps. Le cas clinique chez un patient de 54 ans qui avait une cardiopathie dilatée à coronaire saine, une insuffisance cardiaque réfractaire, un bloc de branche gauche large avec une durée du QRS à 200 millisecondes et la mise en place d'un stimulateur biventriculaire a permis une amélioration spectaculaire de l'état du patient avec une stabilisation de son état d'insuffisance cardiaque. Et quand on regarde ce que mettaient les auteurs dans la discussion, on voit qu'ils ont probablement sous-estimé l'impact majeur qu'allait avoir cette technique, puisqu'ils disaient qu'ils pensaient que ça pouvait améliorer l'état symptomatique des patients, mais qu'ils doutaient que cette technique aurait un impact sur la survie à long terme. Eh ben, les études leur ont donné tort, puisque sur cette diapositive sont représentées les différentes études majeures, les essais randomisés contrôlés qui ont pu montrer l'efficacité de la technique. Donc, les critères d'inclusion sont toujours celui d'une fraction d'éjection basse à moins de 35% et des QRS larges. Et ces différentes études ont pu montrer l'impact de la resynchronisation sur la qualité de vie et les symptômes du patient, mais aussi sur le pronostic, avec une diminution des hospitalisations, en particulier par insuffisance cardiaque, et des décès. Et c'est ce que confirme cette méta-analyse qui date déjà de 2003 et qui a montré donc que chez ces patients qui avaient une indication avec une fraction d'éjection basse et un QRS large, on avait une diminution de la mortalité grâce à la resynchronisation et également des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Alors, j'insiste aussi sur le fait que la resynchronisation est une technique qui vise à aller corriger un asynchronisme électrique et toutes les études qui ont été réalisées pour essayer de voir si la resynchronisation pourrait aider chez les patients qui ont des QRS fins ont été négatives. Et donc, c'est vraiment une technique qui ne marche que chez les patients qui ont un QRS large et en particulier un bloc de branche gauche.
Donc maintenant, en fait, cette technique est vraiment quelque chose de majeur pour la prise en charge des patients qui ont une insuffisance cardiaque qui reste symptomatique avec une fraction éjection basse et qui ont des QRS larges. Encore une fois, il n'y a pas d'indication pour les patients qui ont des QRS fins parce qu'on sait que ça ne marche pas. Mais c'est vraiment quelque chose, enfin une technique à laquelle il faut penser et probablement quand même assez tôt puisqu'on sait que les patients qui ont une cardiopathie avec une fraction éjection basse et qui sont porteurs d'un bloc de branche gauche ont tendance à moins bien répondre aux traitements médicamenteux que les patients qui ont des QRS fins. Donc, on sait que la resynchronisation, ça marche bien et qu'ils vont avoir tendance à moins bien répondre au traitement médical. Alors, une des problématiques de la resynchronisation, c'est qu'on sait que tous les patients ne sont pas répondeurs. Dans les différentes études, on a un taux de mauvaise réponse ou de non-réponse qui est toujours à peu près de l'ordre de 30 à 40% des cas. Et il y a différents critères qui ont été associés comme à la réponse à la resynchronisation. Il y a des critères ECG. On sait qu'il faut, plus les QRS sont larges et plus ça va bien marcher. L'aspect du bloc, on sait que les blocs de branche gauche, ça marche beaucoup mieux que les blocs de branche droite. Il y a des critères techniques. On sait que quand on va positionner la sonde ventriculaire gauche au niveau de la portion du myocarde qui va être la plus retardée au niveau électriquement, en particulier la paroi latérobasale du ventricule gauche, ça va mieux marcher que quand on positionne par exemple la sonde au niveau de la paroi antérieure ou apicale. Et puis, il y a des critères fondés sur la cardiopathie sous-jacente. On sait que les cardiopathies dilatées à coronaire saine vont répondre mieux que les cardiopathies ischémiques. Et évidemment, les patients qui sont très graves avec des dysfonctions sévères biventriculaires ont tendance à moins bien répondre à la resynchronisation. Donc, si on peut dessiner le portrait robot, en gros, du patient qui ne va pas bien répondre, ça va être le patient qui a une cardiopathie ischémique, qui a une atteinte très sévère biventriculaire, qui a des QRS plutôt fins et qui a un bloc de branche droit et chez qui on va positionner la sonde de manière peu optimale, en particulier en position antérieure ou apicale. Et puis, le portrait robot du très bon répondeur, ça va être celui qui a une cardiopathie primitive, qui n'a pas de cicatrice, qui a un QRS qui est très large, qui a un bloc de branche gauche et à qui on va pouvoir positionner la sonde de manière plutôt optimale. Les études ont montré que, comme je vous le disais, plus les QRS étaient larges et plus la resynchronisation va bien marcher. Globalement, on voit que ça ne marche pas en dessous de 130 millisecondes et globalement, plus le QRS va être large et mieux la resynchronisation, enfin en tout cas, plus l'évidence pour l'efficacité de la resynchronisation existe. Alors, au sein des patients qui sont répondeurs, il y a à peu près 10 à 30% de patients qui vont être ce qu'on appelle super répondeurs, c'est-à-dire qui vont normaliser complètement leur fonction cardiaque grâce à la resynchronisation. Donc là, je vous ai remis le profil type un peu des patients qui sont super répondeurs. C'est un peu le profil type de ce que je vous ai décrit avant, des critères de bonne réponse. Et vous pouvez voir sur cette diapositive un exemple de patient qui était super répondeur. C'est un patient qui gardait ici, vous le voyez, une fraction d'éjection qui était basse, un ventricule qui était très dilaté, et ceci après 1 an de traitement médical optimal. Et vous en voyez le résultat ici après la resynchronisation. Ici, il s'agissait de l'échographie 6 mois après la resynchronisation. Vous voyez que le patient a récupéré une fraction d'éjection normale et un ventricule qui a récupéré une taille parfaitement normale. Et je vous garantis qu'il s'agit du même patient. Alors, il y a un certain nombre de perspectives pour essayer d'améliorer la bonne réponse ou de proposer des solutions techniques aux patients chez qui, par exemple, une sonde gauche ne peut techniquement pas être implantée. Alors, il y a eu pas mal de travaux sur ce qu'on appelle la stimulation multipoint, qui vise en fait à aller stimuler le ventricule gauche de manière simultanée à différents points, par exemple une partie plus apicale et une partie ici plus basale. Pour le moment, les données cliniques montrant en tout cas le bénéfice de cette stimulation multipoint sont plutôt décevantes. On sait que ça va
utiliser plus de batterie. Donc, pour le moment, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est utilisé en pratique courante. Les constructeurs essayent aussi de développer des algorithmes d'optimisation ce qu'on appelle des délais de stimulation interventriculaire ou auriculoventriculaire. Et pareil, on en attend un petit peu la preuve du bénéfice. Et puis, il y a pas mal d'intérêt qui a été porté sur la stimulation endocardique. Comme je vous l'ai dit, quand on positionne une sonde ventriculaire gauche, celle-ci va être positionnée au niveau épicardique. Et donc, on va avoir une stimulation donc, de l'épicarde vers l'endocarde. On a quelques données qui semblent dire que quand on va faire une stimulation endocardique, peut-être que cette stimulation serait plus physiologique et plus efficace. Et donc, il y a quelques données cliniques à partir de stimulation VG endocardique où on va positionner une sonde gauche par transseptale par voie endocavitaire. Le problème, c'est que ça entraîne beaucoup de thrombus et que donc cette technique est globalement abandonnée. Et puis, il y a ce petit système là qui est en cours de développement pour lequel les essais cliniques ont débuté. Il s'agit d'une petite capsule qu'on va positionner ici où on veut, au niveau de la paroi latérale du ventricule gauche, qui va communiquer par ultrason avec un transmetteur qui permettra de stimuler le ventricule gauche de manière synchrone à la stimulation ventriculaire droite. Donc, c'est vrai, c'est les patients, par exemple, qui ont une anatomie qui ne permet pas d'implanter une sonde gauche, ça fait partie des alternatives, en tout cas, qui peuvent se développer. Et puis, il y a un intérêt aussi sur la stimulation ischienne. Alors, la stimulation ischienne, c'est quelque chose d'assez ancien, mais qui est revenu pas mal au goût du jour. Ça permet, en fait, en implantant une sonde ventriculaire droite au niveau du faisceau de His, chez les patients qui ont un bloc de branche gauche, d'affiner les QRS et donc de pallier à cet asynchronisme. Il y a des cas cliniques qui montrent des réponses assez spectaculaires à la stimulation ischienne chez des patients qui ont un bloc de branche gauche. Je vous en ai montré ici un exemple. Et il y a un petit essai clinique qui a été réalisé qui montre des résultats encourageants, mais sur un nombre limité de patients. Et c'est vrai que chez les patients chez qui on n'arrive pas à implanter une sonde gauche, ça fait partie des choses auxquelles il faut penser. Pour le moment, on a la technique, mais est-ce que c'est quelque chose qui va remplacer la stimulation biventriculaire? Pour le moment, on ne sait pas. Je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à vos différentes questions. Merci beaucoup Estelle, je vous salue et vous remercie beaucoup. Je voulais poser une question très simple et très basique. Par quelle voie préférez-vous pour introduire la sonde? Vous entendez quelle voie la sonde gauche? Alors non, la sonde gauche, la sonde de resynchronisation, elle se met par voie haute, c'est-à-dire par voie sous-clavière ou par voie céphalique. Jean-Philippe Metzger ici. Je voudrais remercier Estelle pour son exposé extrêmement clair et faire un petit commentaire pour le public peut-être qui n'est pas totalement averti de l'électrocardiogramme pour dire qu'on voit tout de suite sur l'électrocardiogramme de surface, en un quart de seconde, qu'on a affaire à un bloc de branche gauche complet, important, avec absence de long Q habituel en V5, V6, de dépolarisation septale, et puis un QRS qui est large et qui dépasse les 3 petits carreaux de 4 centièmes de seconde. Donc tout de suite, on se dit, tiens, en un quart de seconde, on voit qu'il y a une possibilité thérapeutique qui s'ouvre avec la resynchronisation. Vous voyez ? Et le deuxième commentaire également, c'est que ces choses s'adressent à des gens qui ont des fractions d'éjection, c'est-à-dire le pourcentage d'évacuation du ventricule gauche très abaissé. Vous savez, la vessie, elle se vide complètement. Le cœur ne se vide pas complètement. Le cœur se vide à 65%. Eh bien, vous voyez bien qu'on a un paramètre hémodynamique fondamental avec ce paramètre de la fraction d'éjection. Plus il s'abaisse naturellement et plus la situation est difficile. Eh bien, on va pouvoir améliorer des personnes qui ont une fraction d'éjection à 35% et moins, ce qui est vraiment extrêmement grave. Alors, je voudrais poser une question également à Estelle. La voie d'abord, donc, c'est la sous-clavière pour le His, et cette voie nouvelle est-elle, à son avis, prometteuse? Est-ce qu'on l'utilise en primo intention ou simplement après échec de la voie traditionnelle? Vous voulez parler de la stimulation du faisceau de His, professeur Metzger? Absolument. Oui.
Alors, pour le moment, c'est quelque chose qu'on va utiliser en alternative. C'est vrai qu'il y a quand même des difficultés techniques sur la stimulation ICN. Des fois, on n'arrive pas à bien positionner la sonde. Les seuils sont parfois un peu élevés, c'est-à-dire que ça va consommer beaucoup de batterie ou on va perdre un risque de capture, enfin, on risque de perdre la capture ventriculaire gauche au fur et à mesure du suivi. Donc, c'est quelque chose à laquelle on doit penser en alternative, mais pour le moment, en tout cas, ce n'est pas du tout de première intention. Il faut souligner aussi que les données cliniques, autant les données cliniques sur la resynchronisation, on a des essais randomisés contrôlés sur des milliers et des milliers de patients, et donc là, les données sont extrêmement solides, alors que les données cliniques sur la stimulation ICN sont issues d'une étude clinique qui comprenait 70 patients. Donc, on n'a quand même pas du tout les mêmes données pour pouvoir, pour le moment en tout cas, envisager de remplacer la resynchronisation classique par la stimulation ICN. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose, en tout cas, ça donne des alternatives plutôt que d'envisager la voie chirurgicale qui est quand même quelque chose d'invasif et chez des patients qui ont des fractions d'éjection effectivement basses et donc qui sont fragiles. Je pense que ça fait partie vraiment des choses intéressantes qui sont en train de se développer. Bonsoir Richard. Bonsoir. Je peux poser une question de béotien. Bien sûr. Est-ce qu'on peut envisager de se passer des sondes et d'avoir simplement, parce que vous l'avez évoqué à un moment, des systèmes de stimulation des zones au niveau du ventricule gauche à partir du boîtier par des ondes qui soient sans sonde? Bah, tout à fait, hein, c'est le système que je vous montrais sur l'avant-dernière diapositive. Hein, c'est le système WISE qui est actuellement proposé et qui est actuellement en essai. Là, il s'agit d'une petite capsule qu'on va aller implanter et donc il n'y a plus de sonde, il y a juste une petite capsule qui est implantée au niveau de la paroi du ventricule gauche. Et il y a quelques cas cliniques qui ont été publiés de resynchronisation avec un MICRA, c'est-à-dire, vous savez, c'est le pacemaker sans sonde cette fois-ci qui est localisé au niveau du ventricule droit. Et donc, c'est tout à fait possible d'aller trigger la stimulation ventriculaire gauche sur la stimulation du pacemaker sans sonde du MICRA. Donc, il y a eu quelques cas publiés. Évidemment, pour le moment, les évidences restent pas très faibles, mais clairement, on voit que les industriels se sont engouffrés dedans et probablement les systèmes de stimulation qu'on aura dans 10 à 15 ans ne seront plus du tout les mêmes que ceux qu'on a actuellement. Merci. Une question pour Estelle Gangebach. Bon, Estelle, on vous remercie beaucoup. Je vais donner la parole à vous pour présenter la communication suivante.